Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de la partie DNS. DNS qui veut dire Domain Name System, en français système de nom de domaine, et c'est un système qui permet en fait de centraliser les adresses IP avec des noms. Le but étant de lier des adresses IP, qui sont les identifiants des machines, avec des noms qui nous permet à nous, en tant qu'être humain, d'identifier plus facilement les machines. D'accord? Donc on va explorer ça à travers le fichier host et la notion de serveur DNS. Ok? Donc on est parti. Donc la première des choses, c'est d'aller voir le fichier host. Ok, donc ouvrez votre explorateur de fichiers. On va dans ce PC, votre disque, Windows. On cherche le dossier système32. Ensuite le dossier driver, puis etc. Là, on se retrouve avec notre fichier host. Étant donné que ce fichier est dans le dossier Windows, c'est un fichier système. Et pour l'ouvrir, il nous faut les droits administrateurs. C'est pour ça qu'on va ouvrir le bloc-notes en tant qu'administrateur. On va venir ici récupérer le chemin complet du dossier. On va faire fichier ouvrir. On va venir ici et le coller. Moi, c'était déjà le cas, mais je l'ai fait pour vous. Donc vous venez ici, vous cliquez sur tous les fichiers, vous sélectionnez le fichier host et vous faites ouvrir. Et là, de cette manière, quand on va faire nos modifications et que vous allez enregistrer, ce sera pris en compte. D'accord? Donc, ce fichier host, initialement, c'était l'annuaire de chaque ordinateur. Il faut savoir qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas forcément autant d'applications, autant de sites web de développer. Et donc, ce qui se passait, c'est que chaque personne qui voulait communiquer avec d'autres personnes d'un autre réseau ou d'un autre site web, il devait renseigner ce fichier-là. Et il devait le mettre à jour lui-même. D'accord? Donc, ce fichier, c'est une sorte d'annuaire, comme j'ai dit tout à l'heure, où on va renseigner une adresse IP, donc le nom d'une machine, et un nom textuel qui nous permet d'identifier cette machine. Ok? Donc nous, on va faire cet exemple-là avec mon téléphone portable. Vous pouvez faire la même chose. Donc pour ça, on va se rendre sur notre routeur, notre box, et avant, on va aller sur Windows Terminal ou PowerShell si vous êtes sur Windows 10. Vous allez retaper ipconfig/all et on va prendre la passerelle par défaut. D'accord? 192, 168, 1.254 pour moi. J'ouvre mon navigateur, je viens ici, je colle et je m'y connecte. Vous renseignez vos identifiants si nécessaire, moi c'est déjà fait. Ok. Ensuite là, je vais dans périphérique réseau et là je vais choper mon téléphone. Donc je me rends sur mon téléphone, là j'ai des informations, c'est pas celle qui m'intéresse, moi ce que je veux c'est son IP. Donc je vais dans connectivité et je vois son IP qui est là, 1.32. Ok, super, j'ai plus besoin de la box, je ferme. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est vérifier la connectivité entre ma machine et mon téléphone. Ok, donc je vais faire un ping 192, 168, 1.32. Ok? Moi, mon IP, c'est 1.4. Donc, on envoie un ping, hop, et ça fonctionne parfaitement. Ok? Donc, le ping, c'est quoi? C'est une commande qui permet d'envoyer ce qu'on appelle un paquet, d'accord, vers une machine. Et on attend la réponse de cette machine. Et si cette machine nous dit qu'elle a bien reçu ce paquet, eh bien, ça veut dire que la connectivité fonctionne. Si on envoie un paquet et qu'on ne le reçoit pas, c'est que la connectivité ne fonctionne pas. Ok, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on voit bien qu'on a envoyé 4 paquets, qu'on en a reçu 4. C'est parfait. Pourquoi je vous ai montré ça? On va placer ça à droite, toujours avec la raccourci Windows, flèche de droite, et on met le host à gauche. Ok, le fichier host à gauche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper l'adresse IP du téléphone et on va lui donner un nom, c'est-à-dire Montel. Ok, je vais enregistrer avec CTRL S. Et là, je vais taper ping, mais plus avec l'adresse IP, mais avec Montel. Et là, on se rend compte qu'on arrive à pinguer. Voilà, qu'on ping bien notre machine, qu'on a toujours nos réponses, et que ça fonctionne. Donc voilà l'intérêt du système de DNS, et entre autres là le fichier host pour le moment, c'est vraiment de faire le lien entre des noms, pour nous c'est beaucoup plus simple à retenir en tant qu'être humain, et des adresses IP. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité en fait de pouvoir nommer des équipements qu'il y a sur votre réseau, sur votre propre machine, grâce à ce fichier. D'accord? Mais en soi, c'est pas comme ça que ça se fait en entreprise et même sur Internet, ça se fait avec ce qu'on appelle un serveur DNS. Donc aujourd'hui, votre box fait office de relais DNS, d'accord? C'est pas vraiment un serveur DNS parce qu'il n'y a pas d'enregistrement à proprement parler dans votre box. Ce qui se passe, c'est qu'elle a pour rôle de relayer vos requêtes DNS vers un serveur de chez votre fournisseur d'accès. D'accord? On va tester ça tout de suite. Donc là, pour le coup, moi, je vais supprimer ça parce que j'en ai plus besoin. Et je vais fermer mon fichier host. Donc là, on va taper une commande qui est nslookup. Ok? Et on va lui passer en argument google.fr. Là, je fais entrer.
Donc la commande NSLOOKUP, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est capable de me faire la traduction entre un nom de domaine que je lui passe et l'adresse IP. Donc elle va me dire, OK, pour tel nom de domaine, voici l'adresse IP que j'ai. Comment elle fait ça? Grâce à la partie serveur. C'est-à-dire que, étant donné que nous, dans notre configuration IP, en tant que serveur DNS, on a le 1.254 qui représente notre routeur, eh bien, c'est comme ça qu'il va consulter en fait un serveur DNS. OK? Donc là, il est capable de le faire dans ce sens-là, mais il est aussi capable de le faire dans le sens inverse. C'est-à-dire, je lui passe une adresse IP et il va me donner le nom de domaine. OK? Donc là, on voit que voilà, l'adresse IP v4 de google.fr, c'est ça. Alors, il faut savoir que tout ce qui est Google, YouTube, etc., c'est particulier. Là, on a une adresse IP, mais je peux revenir d'ici 1 heure et faire un NSLOOKUP et avoir une autre adresse IP. OK? Les serveurs de chez Google, c'est pas forcément tout le temps les mêmes. Il y a différentes adresses IP, il y a des notions de CDN, etc., etc. D'accord? Mais c'est juste pour vous montrer que cette commande permet en fait de consulter ce qu'on appelle un serveur DNS. Il faut savoir par contre que dans notre cas, chez nous, en réseau local, on n'a pas à proprement parler un serveur DNS. Notre box n'est pas serveur DNS, elle est plutôt relais DNS. C'est-à-dire qu'elle prend notre requête et elle l'envoie à des serveurs DNS d'un niveau un peu plus haut. Il faut savoir que des serveurs DNS, il y en a un paquet, d'accord, et qu'il y a une certaine hiérarchie. Et pour voir ça, je vais vous montrer une illustration, ça sera bien plus simple. On va voir ça tout de suite. Donc, on se retrouve sur notre navigateur. La première chose qui se passe lorsque vous vous connectez à un site web, il va d'abord vérifier le fichier host. Celui qu'on a vu tout à l'heure, ça lui permet d'aller consulter cette base. Ok? Donc, s'il trouve une entrée DNS dans ce fichier host, il sera capable de retrouver l'adresse IP et donc on se connecte au site web. S'il ne trouve pas dans le fichier host, ce qu'il fera, c'est qu'il ira consulter son cache DNS. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais il faut savoir que quand votre ordinateur fait une résolution DNS, donc va sur un site web, il va automatiquement enregistrer cette résolution qu'il a faite, donc prendre le nom de domaine, l'adresse IP, et mettre ça dans ce qu'on appelle un cache. Comme ça, il n'a pas besoin de refaire la demande, ce qui lui permet d'aller plus vite pour contacter le site. Et si ça ne fonctionne pas, il fera à ce moment-là la requête normalement, okay, car l'IP peut changer potentiellement. S'il ne trouve pas, c'est là qu'on va passer aux choses sérieuses et c'est là où on va voir le fonctionnement de la requête récursive. Mais avant de parler de son fonctionnement, on va d'abord voir la hiérarchie des DNS pour pouvoir comprendre ça plus facilement. Donc comme on l'a vu jusque-là, le Domain Name System, donc le DNS, c'est un système hiérarchique qui permet de traduire un nom de domaine lisible, comme google.com, en une adresse IP compréhensible par les machines. Okay. Cette hiérarchie, elle est lue de droite à gauche dans une URL, c'est-à-dire du niveau le plus général, qu'on appelle la racine, vers le niveau le plus spécifique, qui est le nom d'hôte, donc le nom de votre ordinateur, quoi. Dans une URL comme mail.google.com, la racine n'apparaît pas visuellement, mais elle est implicite. Juste après le .com, il y a encore un point, d'accord? Dans le schéma, chaque niveau DNS est représenté dans une couleur spécifique. Donc le plus haut niveau de cette hiérarchie, c'est ce qu'on appelle le serveur racine, le serveur root. C'est le point de départ du système DNS. Ce serveur ne fournit pas d'adresse IP directement, ok, mais il vient rediriger votre résolveur vers les serveurs qu'on appelle Top Level Domain, TLD, appropriés. Donc en règle générale, c'est des extensions comme .com, .org ou .fr, et c'est des domaines qui sont immédiatement en dessous de la racine. Leur rôle, c'est de rediriger vers des serveurs qu'on appelle autoritaires du domaine qui va être enregistré. Donc encore une fois, eux aussi, ils n'ont pas l'adresse IP finale, mais ils sont responsables d'une certaine zone en fait où on va enregistrer des sous-domaines. Ensuite, là en vert, on va avoir les domaines de second niveau, ce qu'on appelle les second level domains. Ils sont enregistrés sous les top level domains, comme on l'a vu juste au-dessus. Par exemple, Google dans google.com ou Microsoft dans microsoft.com. Okay, ils représentent généralement une organisation, une entreprise ou une entité. C'est à partir de là qu'on va être capable de retourner une adresse IP. D'accord? À ce niveau-là, les serveurs DNS renvoient une adresse IP car ils sont capables en fait de faire ce lien entre un nom de domaine avec un top level domain et une adresse IP. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les sous-domaines, les third level domains en bleu. Ils permettent en fait de faire une subdivision du domaine principal et ça permet d'organiser les services au sein d'un même domaine. Exemple, chez Google, on va avoir mail.google.com ou chez Microsoft, on va avoir technet.microsoft.com. Et en rouge, on va trouver ce qu'on appelle le FQDN, le Fully Qualified Domain Name. C'est l'acronyme qu'on va donner à une machine qui est connectée sur Internet. Il contient toutes les parties du domaine, de droite à gauche jusqu'à la racine. Exemple complet, mail.google.com. On est donc de retour sur notre résolution DNS et à ce stade, notre ordinateur n'a pas trouvé d'adresse IP dans le fichier host ni dans son propre cache. Il va donc faire appel à ce qu'on appelle un résolveur DNS, qui est un serveur géré par votre fournisseur d'accès à Internet ou un service comme Google ou Cloudflare si vous l'avez configuré manuellement.
Son rôle, comme on l'a dit précédemment, c'est de trouver l'adresse IP à notre place en interrogeant tous les serveurs nécessaires jusqu'à avoir une réponse. Mais encore une fois, avant de commencer les recherches, le résolveur va d'abord regarder dans son propre cache, parce que s'il a déjà demandé cette adresse récemment, il a peut-être gardé en mémoire. Si la réponse est en cache, encore une fois, il l'envoie directement à notre PC, mais si c'est pas le cas, il va commencer ce qu'on appelle une requête récursive. On se retrouve à l'étape 4, où le résolveur commence tout en haut de la hiérarchie DNS, et donc on va commencer par contacter les serveurs racines. Ces serveurs, comme on l'a dit, ne donnent pas d'adresse IP finale, mais ils savent vers quel serveur top-level domaine rediriger, les .com, .org ou .fr. Par exemple, pour google.com, les serveurs racines vont répondre voici les serveurs qui gèrent les domaines en .com. Dans l'étape 5, on va commencer à interroger les top-level domaines. Donc à ce niveau-là, les serveurs ne connaissent toujours pas les adresses IP, mais ils savent qui gère les domaines. Pour notre exemple avec google.com, ces serveurs ne connaissent toujours pas l'adresse IP de google.com, mais ils savent quels sont les serveurs qui gèrent le domaine google.com. Ils répondent donc avec l'adresse des serveurs DNS faisant autorité pour ce domaine. Ensuite, on arrive à l'étape 6, où on va interroger le serveur DNS autoritaire de google.com. On a donc ce serveur qui détient la réponse officielle, donc il est capable de fournir l'adresse IP correspondante au nom de domaine, et il va donc répondre avec l'adresse IP. Ensuite, on se retrouve donc à l'étape 3 où le résolveur récupère cette réponse et il la retourne à notre système, donc notre ordinateur. Et potentiellement, encore une fois, il va le mettre en cache pour de futures requêtes. On arrive à la fin de cette vidéo et c'est aussi la fin de cette playlist. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.